écoutez, mon général, merci de nous accueillir chez vous pour ce deuxième volet de la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette fois-ci, on va aborder un angle de cette guerre qui est relativement peu abordé chez nous, c'est-à-dire plutôt un angle sous l'angle ukrainien et sous l'angle aussi de l'OTAN. Tout d'abord, ma première question, c'est selon vous, depuis quand cette crise entre la Russie et l'Ukraine couvait? Ouais, tout le monde le fait remonter en gros à 2014. On parle beaucoup des émeutes qu'il y a eu à Kiev, qui ont entraîné la chute du gouvernement ukrainien de l'époque. Puis il y a eu évidemment l'affaire de Crimée. La Russie s'est emparée de la Crimée. Il y a eu ces émeutes d'une population qui probablement était en partie pro-russe dans les régions du Donbass, enfin disons sur la frange est de l'Ukraine. C'est là que ça a démarré. L'implication de la Russie a commencé aussi dès ce moment-là, puisqu'il y a des soutiens russes qui sont passés aux côtés des insurgés, on peut dire. Et puis de son côté, le gouvernement ukrainien a réagi comme, je me demande, enfin, on peut dire n'importe quel État aurait pu réagir quand il y a des soulèvements dans une de ces régions. La guerre a commencé là, en fait, pratiquement. Elle s'est prolongée pendant des années à bas bruit, en quelque sorte. Ce qui n'empêche pas le nombre de victimes qu'il y a eu, qui est évoqué. Alors, est-ce que, depuis, parce que alors, du côté pro-russe, les arguments sont de dire, depuis la chute du mur, depuis la fin du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, des garanties avaient été données à la Russie qu'il y aurait une sorte de cordon sanitaire entre l'Occident et eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui repose sur des faits, c'est factuel? On parle des accords de Minsk, mais ou c'est simplement une garantie qui a été donnée de façon, j'allais dire, orale? Bon, vous savez, moi, j'ai quitté le service actif à ce moment-là. Donc, pratiquement, mis à part la courte période de la guerre d'Algérie, toute ma vie a été consacrée à la préparation du conflit qui pouvait surgir avec l'Union soviétique et qui n'était pas une vaine menace à cette époque-là. Et ça a duré presque un demi-siècle. Et quand le mur l'URSS s'est effondré, à ce moment-là, il faut se voir dans quel état d'esprit on était. On venait d'échapper à une menace majeure et ça datait de la veille. Comment imaginer que du jour au lendemain, on allait faire ami avec les Russes du moment, qui étaient les communistes et soviétiques de la veille? C'était les mêmes. Alors on peut comprendre que la confiance ne s'est pas établie tout de suite. Et quand il est évoqué, paraît-il, des accords qu'il y aurait eu à ce moment-là, aucune trace écrite n'existe. Rien. On dit que ça a été des promesses faites, paraît-il, par les Occidentaux. Il n'y a pas de trace de ça. Mais moi, je pense que c'était complètement illusoire à ce moment-là. C'était beaucoup trop tôt. Et il faut se mettre à la place des pays qui venaient d'être libérés du joug soviétique. Ces pays n'avaient qu'une crainte, c'est qu'il y ait un retour offensif dans des délais qui ne pouvaient pas être estimés, bien entendu. Et quelle a été leur réaction? C'est de chercher une protection. Où trouver une protection? Dans l'OTAN, évidemment. Il n'y en avait pas d'autre. Alors, moi, quand on dit maintenant que, quand on regarde une carte, on dit regardez, la Russie est encerclée. C'est pas vrai. La Russie est le plus grand pays du monde. Si on regarde un globe, la Russie n'est pas encerclée. Évidemment, sur sa partie occidentale, elle est bordée de pays de l'OTAN. D'ailleurs, ça c'est en train de s'aggraver, si j'ose dire, du point de vue russe, puisque la Finlande vient d'entrer, et la Suède va probablement en faire autant dans peu de temps. Et on peut dire qu'il y a une progression de l'OTAN, mais l'OTAN est une alliance défensive. Les pays qu'on a admis dans l'OTAN, c'était pas pour construire une masse qui se préparait à attaquer la Russie. Aucun des pays de l'OTAN n'a une armée digne de ce nom, capable de conduire un conflit classique, disons classique comme ce qu'on voit en Ukraine. Aucun.
Alors justement, là, ça nous permet de rebondir sur ce que pourrait être demain, ou ce qu'aurait pu être une Europe de défense. Là, on voit bien que ça n'existe pas du tout. Non, elle n'existe pas, non. Alors, une armée européenne, moi je ne crois pas du tout, c'est évoqué de temps en temps, notre président l'a évoqué, il ne peut pas y avoir d'armée européenne dans la mesure où il n'y a pas de pouvoir politique européen. Alors, mettons de côté le fait de savoir si c'est souhaitable ou pas, ça c'est une autre affaire. Mais ce n'est pas possible. Par contre, il peut y avoir une alliance purement européenne. Ça existe depuis la nuit des temps, des alliances. Est-ce que c'est dans ce cas de figure dans ce cadre-là plutôt que justement l'Allemagne a débloqué, je crois, 100 milliards l'année dernière pour constituer son armée? Est-ce que ce serait dans le cadre d'une alliance justement en dehors de l'OTAN Bon, c'est pas évoqué pour l'instant en tout cas, mais les États européens prennent conscience de leur grande faiblesse sur le plan militaire, je crois. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est un renouveau du conflit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est de cette ampleur-là. Et aucun pays européen n'a une défense digne de ce nom. Aucun. Et je pense que c'est tout simplement devant ce constat que l'Allemagne a pris cette décision, paraît-il. Les Polonais en font autant, il y a des tas de pays qui en font autant. Les Polonais ont commandé des centaines de chars à la Corée du Sud. Donc, est-ce qu'on peut dire dans ce cas que recouvrer une souveraineté française en termes d'armée, ça n'aurait pas aujourd'hui de sens parce que tout seul, on n'est pas capable de mener un conflit, ce qu'on appelle des conflits haute intensité? Moi, je pense personnellement, mais enfin bon, on n'aura plus jamais la possibilité tout seul. C'est fini. À mon sens, on a perdu le statut de grande puissance le 10 mai 1940, quand on a été écrasé par la puissance allemande de l'époque. On a eu une résurgence derrière, bon d'accord, mais quand même limitée. On n'a plus la possibilité d'influencer profondément les affaires du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de notre sort, bien entendu. C'est une autre affaire. Mais une défense seule, je n'y crois plus. Mais par contre, on peut jouer un rôle très important dans une défense au sein d'une alliance. Et c'est sûr que les forces armées françaises actuellement sont squelettiques. Oui, on parle je crois que l'armée de terre, enfin, elle tient dans le Stade de France. En gros, place assise seulement. Place assise seulement. Place assise seulement. Oui. Regardez, c'est notre seule dimension planétaire qui nous reste. C'est le domaine maritime. Enfin, les zones d'intérêt économique, etc. On a le second domaine maritime derrière les États-Unis. Oui. Et on a une marine squelettique. En fait, c'est une proie offerte. Tout à fait. Mais c'est déjà le cas, puisque je crois que dans le Pacifique, les Chinois transgressent allègrement nos eaux et viennent récupérer les richesses qui se trouvent dans les fonds marins. On est incapable de surveiller ça avec les moyens qu'on a. Ouais. Absolument incapable. C'est vraiment criminel, je trouve, parce qu'on a cet espace économique qui nous tend les bras. On est encore présent sur toutes les mers du monde, à peu de choses près, et on ne fait rien. C'est vraiment étonnant. On est un peu échantillonnaire dans tous ces coins, on est incapable de faire respecter la souveraineté dans ces zones-là. C'est pas possible, avec les moyens qu'on a. Et la loi de programmation militaire qui vient d'être lancée, si j'ose dire, est très insuffisante pour nous mettre à niveau. Pas que pour la marine, pour le reste aussi. D'ailleurs, quand on regarde, quand on lit ce texte, il y a très peu de choses chiffrées en quantité là-dedans. On parle pas. J'ai pas vu, en tout cas, ou j'ai vu trop rapidement, le nombre de chars qu'on a l'intention de construire. On n'en construit plus aucun depuis longtemps. Hein, nous. Alors on en étudie, mais. Et elle est davantage orientée numérique, on va dire technologie, mais effectivement en termes de. Oui, mais en fait, les orientations que vous avez données sont certainement nécessaires, je ne discute pas ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien d'autres choses. Et ce n'est pas avec 2% du PIB consacré à la défense qu'on pourra y arriver, c'est pas possible. Il y a 30 ans, on était à 4%, 4,5%.
c'est hors d'atteinte. Hors d'atteinte, puis alors, il faut voir les délais. J'espère que la menace, si menace il y a, elle attendra. Comment vous voyez aujourd'hui l'influence américaine, j'allais dire au sein de l'OTAN, mais plus exactement, je dirais en Europe, par l'intermédiaire de l'OTAN? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est plutôt sain, malsain? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, allez, ces derniers temps, les Américains sont en perte de vitesse économique, ils reculent un petit peu partout, ils ont des réelles difficultés budgétaires, et est-ce que c'est pas une façon pour eux, tout compte fait, de nous vassaliser, de s'appuyer sur l'Europe comme étant, oui, un vassal plutôt qu'un allié d'égal à égal? Bon, c'est un reproche qui est souvent fait aux États-Unis. Moi, je pense, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, si on lit ça tous les jours depuis bien longtemps, leur souci maintenant et pour le futur, c'est pas l'Europe, c'est l'Asie, c'est la Chine. Je pense que ce qui se passe en Europe, ça ne les arrange pas. Parce que tout ce qui est consacré à l'Ukraine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ne va pas ailleurs. Alors, le fait qu'ils se servent de l'OTAN pour vassaliser les pays, il ne faut quand même pas exagérer. Bien sûr qu'il y a un impérialisme doux, si j'ose dire, des États-Unis. Mais il ne faut quand même pas... Les États-Unis, c'est quand même une démocratie. On ne peut pas dire que les 30 pays de l'OTAN sont tous terrorisés et qui suivent le petit doigt sur la couture du pantalon les États-Unis parce qu'ils ont peur de quoi? Essayons d'imaginer ce qu'aurait été notre sort si la guerre froide s'était terminée à l'avantage de l'Union soviétique. Faut pas quand même caricaturer. Il y a une domination américaine, eh oui, c'est les plus puissants. Il y a une domination américaine, mais actuellement, malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Mais justement, l'OTAN n'était pas censé disparaître après la chute du bloc de l'Est? C'est vrai que l'OTAN a été fait pour ça, bien entendu. Mais encore une fois, est-ce que du jour où le mur de Berlin s'est effondré, fallait-il instantanément dissoudre l'OTAN? Normalement, ce n'est pas une menace à l'OTAN, c'est une alliance défensive. Aucun pays de l'OTAN ne menaçait de destruction la Russie. Oui, donc... alors... de toute façon, l'intervention russe en Ukraine est une intervention qui, bien évidemment, contrevient au droit international, et au droit des nations. Et en plus, ils sont membres permanents du Conseil de sécurité. Membres permanents. Et ce sont eux qui violent les règles internationales. Non, il n'y a pas d'excuse à ce qu'ils ont fait. Encore une fois, les historiens dans le futur, ils pourront aller regarder dans le détail pour voir si on ne peut pas attribuer des circonstances atténuantes à l'envahisseur. Mais globalement, actuellement, il y a le feu à la maison. La maison ukrainienne est en feu. Et elle est tout à côté de chez nous. Si on ne fait rien, le feu peut s'étendre, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. Le bon sens commande d'aider les Ukrainiens à éteindre le feu. Voilà. Pas eux comme il feu. Comment vous jugez aujourd'hui le traitement médiatique qui est réservé à cette affaire entre donc, la Russie et l'Ukraine? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on privilégie plus un côté qu'un autre, dans les avis en tout cas, dans les témoignages qui peuvent être donnés par les différents spécialistes de plateau? Est-ce que c'est pas ça qui contribue aussi à un petit peu plus de rancœur, en tout cas chez certains, puisqu'ils ont l'impression qu'il y a un traitement assez inégal? Comment vous le voyez? Mais le traitement, je pense, est inégal, c'est vrai. Mais doit-il être égal? Il y a quand même un envahisseur d'un côté et puis un envahi de l'autre. Alors, c'est vrai, quand on voit par exemple, il y a une chaîne qui a l'air spécialisée là-dedans, c'est LCI. Et c'est vrai que les plateaux de LCI, on ne voit pas de défenseurs de la Russie. Mais moi, je me demande s'il faut s'en plaindre. Parce qu'il pourrait y en avoir qui viennent expliquer, puis qui discutent avec d'autres. Bon. Mais globalement, moi, je vois, il n'y a pas à renvoyer dos à dos les deux pays. C'est ça que je veux dire. Il y en a un qui reçoit les coups, puis l'autre qui les donne.
Comment vous avez interprété l'intervention du président Macron en février 2022? Est-ce que c'était quelque chose qui avait vraiment de bonnes chances d'aboutir, ou bon, voilà, ça a été une opération de communication? On l'a bien vu quand il était arrivé en Russie, il n'avait pas été accueilli sur le tarmac par une délégation russe. Il y avait cette histoire de longue table qui montrait bien que Poutine, le président Poutine, montrait une certaine distance avec son homologue français. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce qu'il devait quand même tenter? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il était président de l'Europe, mais est-ce qu'il devait tenter cette opération là, un peu de sauvetage inespéré, ou est-ce qu'au contraire il devait montrer beaucoup plus de fermeté? Par exemple, on aurait pu imaginer qu'en descendant de l'avion, pas de délégation, il repartait et... Oui. Moi, je ne fais pas ce procès-là, parce que il y a, comment dire, il n'y a pas d'inconvénient à essayer de parler avec les gens, au contraire. Donc qu'il soit allé là-bas pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, il n'a rien sauvé du tout probablement, mais bon, c'est pas de sa faute en quelque sorte. Moi, je ne lui fais pas ce grief. C'est normal. Et même, il faudra bien finir par quand même discuter, revivre à côté des Russes. Peut-être pas avec Poutine, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais donc, qu'il ait tenté le coup, moi, je ne veux pas pour ça, au contraire, après tout. Mais une fois que les choses sont déclenchées, ça n'empêche pas de choisir son camp. Quand la guerre est à la porte, il faut choisir son camp. Ça ne veut pas dire qu'on absout les uns ou les autres de tout défaut, de tout... Personne n'est complètement noir, personne n'est complètement blanc. Mais il arrive un moment où il faut choisir son camp. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas être entre les deux. Voilà, c'est mon point de vue. Justement, les pro-russes, si on peut les qualifier comme ça, trouvent en Poutine un idéal de chef. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Là, je suis d'accord. Voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement une petite confusion entre voilà, ce qu'ils aimeraient retrouver chez eux et qu'ils ne retrouvent pas du coup en Emmanuel Macron? Je suis absolument d'accord, et je l'ai écrit plusieurs fois. Je suis absolument d'accord. Ça, je voudrais bien. Il y a même une fois, j'ai écrit que je demandais au Père Noël de nous apporter un chef du genre de Trump, Poutine, Orban, ou... Bon. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais, bon, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'est pas de mon côté. Un chef. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au président Macron après 5 années de pouvoir? Il est trop seul, il n'a pas l'envergure, ça reste qu'un technicien, il n'a pas le sens de l'histoire, il ne voit pas assez à long terme. Qu'est-ce qui lui manquerait par rapport à... À mon avis, il lui manque beaucoup de choses. Déjà, il ne connaît pas l'histoire de France. Et il considère que finalement, là d'où on vient n'a pas d'importance pour préparer le futur. Il le dit d'ailleurs. Il va même à l'étranger pour dire que ce qu'on a fait dans le passé, c'était une vraie barbarie. C'est inimaginable. Est-ce qu'on a une fois vu un chef d'État aller à l'étranger pour dénigrer à ce point son propre pays? Et il ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait plusieurs fois. Moi, je pense que il n'aime pas la France. Il a des visions qui vont au-delà. La France, c'est trop petit. La France, c'est trop petit. Il pense à autre chose. Il est européen, mais moi aussi, je suis européen. Il y a des tas de gens qui sont européens. Mais quelle Europe? De quelle façon? Lui, l'identité nationale, ça n'a pas l'air de trop l'intéresser. L'immigration, ça n'occupe pas. Ça n'occupe pas. La sécurité, on voit comment ça se passe. Bon, c'est là où, effectivement, on regrette qu'on n'ait pas un chef plus à poil, et on peut faire des comparaisons, y compris avec des gens qui ne nous sont pas forcément agréables dans l'immédiat. Comment, au sein de l'armée, c'est vécu alors certains parlent d'un dépeçage de l'armée, donc je fais référence aux canons César qui ont pu être envoyés en Ukraine. Tout à l'heure, vous disiez que tout compte fait, la loi de programmation militaire n'était pas suffisante pour se remettre à flot, et pourtant on se déshabille, j'allais dire, on se met à nu. Est-ce que c'est bien vécu, ou au contraire ça nourrit de fortes inquiétudes? Écoutez, je veux dire très honnêtement, il y a tellement longtemps que j'ai quitté le service actif que j'aurais
je serais malvenu de dire que je connais l'état d'esprit dans l'armée d'active actuellement. Mais, si vous voulez, moi je pense qu'il faut aider l'Ukraine, qu'on continue à l'aider, qu'on fasse tout ce qui est possible pour l'aider. Mais, il ne faut pas arriver au démantèlement de l'armée française. Il y a des limites. Et l'histoire des Césars, justement, peut-être que là, on a un peu franchi les limites. C'est possible. Si on avait des stocks, il y a des pays qui ont des stocks. Les Américains ont des stocks, les Allemands ont l'air d'en avoir un peu, etc. Nous, à ma connaissance, on n'en a pas, ou pratiquement pas. On n'a même pas de munitions pour nous, pour une guerre d'une certaine intensité et une certaine durée. On n'a pas de stock. Si on avait des stocks, on pourrait les passer. Démanteler l'armée, c'est à mon avis une catastrophe. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous vous rendez compte, vous imaginez les unités à qui on dirait tout d'un coup, on vous retire les matériels majeurs, vous continuez avec ce que... Et pourtant, si je ne me trompe pas, au niveau de la marine, c'est un petit peu ce qui va se passer avec le porte-avions nucléaire, puisqu'il va arriver en fin de vie. Il aura fait ses 15 ans, et comme on n'a pas voté les crédits pour son remplacement, on risque d'avoir, je crois, 4-5 ans, 5 ans sans porte-avions. En fait. Oui, c'est possible. Vous savez, des porte-avions, on en fait un tous les 40 ans. Et ce qui fait d'ailleurs que quand on construit le suivant, les équipes qui avaient participé à la construction du premier ont été dispersées, mises sur d'autres chantiers, où les gens ont disparu parce qu'ils sont en retraite ou ils sont décédés. On recommence un petit peu, je ne dis pas à zéro, mais enfin, bon, on perd de l'expérience dans ce genre de planification pour l'armement de demain. Et toute la mise en place du lancement d'une industrie de guerre pour améliorer le niveau de l'armée française et éventuellement aider des alliés, etc., il est complètement à faire. On est en train de chercher des entreprises pour fabriquer les obus. On fabrique quelques milliers d'obus quand il en faudrait que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers. On a les capacités, le savoir pour le faire. Mais avant de lancer des chantiers dans ce domaine-là, les entreprises lanceront rien tant qu'elles n'auront pas les contrats. Les contrats, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Tant qu'on aura, encore une fois, un budget de la défense aussi maigrichon, on ne pourra pas rien faire vraiment de sérieux. On pourra améliorer ce qui existe, mais ce qui existe, c'est déjà tellement peu. Si on revient rapidement sur le conflit, comment vous voyez un petit peu l'évolution des choses? Alors, on ne va pas faire de la projection fantaisiste, mais comment vous voyez un petit peu, compte tenu des psychologies des uns et des autres, comment ça peut se terminer? Est-ce qu'il peut y avoir un embrasement Bon, écoutez, là, je ne suis pas ni dans le secret des dieux et je ne suis pas un expert. Moi, je pense qu'il est légitime d'aider l'Ukraine à reconquérir ce qui lui a été pris. Je reconnais que le cas de la Crimée, c'est probablement plus délicat. Mais en tout cas, pour le reste, on ne peut pas leur reprocher d'essayer de reprendre ça. Et tant que ça restera là, à mon avis, sauf coup de folie, ça, il ne se passera pas rien de majeur qui implique les pays de l'OTAN, je ne pense pas. Oui, ça va s'enliser. Je ne pense pas. Alors, où ça s'enlise, où ils arrivent à reconquérir une partie, mais pas tout, de toute façon, il n'est pas question que l'armée ukrainienne aille défiler sur la place rouge. Oui, on imagine mal. Non, pas... En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire à l'attention justement de ces personnes qui soutiennent plutôt la Russie becs et ongles Moi, je sais pas, si on veut revenir à des choses simples, quand même, encore une fois, il y a un agressé et un agresseur. Je pense que notre intérêt, notre propre intérêt, c'est que l'Ukraine ne soit pas battue. Sinon, on peut se poser la question à qui tour, une fois qu'ils auront repris leur souffle en face. Et alors, ça a des implications considérables. On accuse les États-Unis de profiter de la guerre. Moi, pour l'instant, ils fournissent beaucoup de matériel, mais ça m'étonnerait qu'ils soient beaucoup payés.
pour l'instant, parce que je ne vois pas avec quoi les Ukrainiens les payeraient. Et évidemment, peut-être qu'ils seront remboursés plus tard, mais pour l'instant, ils sont avec les autres Occidentaux, mais eux sont les principaux fournisseurs de matériel pour l'Ukraine. Et si l'Ukraine tient, c'est grâce à la bravoure du peuple ukrainien, ça faut le dire, et grâce à l'aide considérable qui est fournie par les Occidentaux en général, c'est sûr. Si l'un ou l'autre vient à faire défaut, c'est fini. Et quand les Russes ont attaqué l'Ukraine, moi je pensais qu'en une semaine, ça serait fini. Hein. J'ai été très surpris de la résistance. À ce propos, alors, la résistance ou tout simplement est-ce qu'on n'a pas survalorisé l'armée russe? C'est quand même l'armée la plus puissante en Europe. Je ne la compare pas à l'armée américaine. L'armée américaine, elle a 8000 km. En Europe, il ne restait plus grand-chose. Hein. Il restait plus grand-chose. Et c'est quand même l'armée la plus puissante en Europe. Alors, sans doute qu'on a... On le dit beaucoup, en tout cas, que son efficacité a été surévaluée. Les faits sur le terrain donnent un peu raison à ce point de vue. Ils ont quand même, ils ont la profondeur, d'abord, ils ont aussi une population très importante, qui n'est pas comparable à celle de l'Ukraine. Je pense que dans le temps long, ça peut jouer pour eux. Ouais. Ça peut jouer pour eux, oui. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas pour... Non, je ne prétends pas avoir bouleversé les choses. Non, mais ça permet d'avoir une autre opinion, tout simplement, que celle qui avait été donnée dans la première vidéo par le général Costoul ou le général Martinez, et donc chacun pourra mieux se faire une opinion. Voilà, merci. C'est moi. Merci d'être venu. venu.